Alors, qui sommes-nous? Moi, je suis Bruno Margherita. Je suis dans le monde du développement depuis à peu près 13 ans maintenant. Et je suis responsable réalisation du projet dont on va vous parler. Je suis chez Orange depuis 4 ans. Et je suis aussi Scrum Master d'une des équipes de développement du projet. Et Thomas Malnory, Accenture. Je fais partie d'un groupe avec un nom un peu barbare qui est Architecture, Développement et Intégration. Je suis accessoirement responsable des pratiques agiles au sein d'Accenture pour la France et le Benelux. Et j'ai travaillé sur le projet Soft pendant 2 ans en tant que Scrum Master et coach. Donc on va démarrer. Alors, vous êtes ici à l'entrée de l'open space principal du projet. Donc c'est un projet qui est développé à Paris sur le site des Gobelins. Soft, c'est quoi? Alors, Soft, comme je disais tout à l'heure, c'est l'application de prise de commande des offres Orange. Donc ça prend les offres Internet classiques, donc les offres avec télévision, Internet et téléphone fixe. Ça prend aussi depuis quelques temps les offres quadruple play avec le mobile en plus. En gros, ça ressemble à ça. C'est une application de front. C'est utilisé dans les boutiques et au service clientèle, enfin au service téléphonique. Donc, par exemple, si vous appelez votre service client ou si vous allez en boutique pour prendre un abonnement Internet ou pour le modifier, le vendeur ou le téléconseiller va utiliser Soft. Techniquement, juste pour info, c'est une application Java, c'est développé en GWT. On va dans un premier temps quitter l'open space, on y reviendra, c'est promis un peu plus tard. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2013. Soft, c'est une appli qui prend plusieurs dizaines de milliers de commandes par jour, qui occupe à peu près 70 personnes sur un plateau agile. Et tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Et on va essayer de vous raconter comment on a réussi à construire tout ça. On va retourner en 2007. Donc on est fin 2007. Orange commercialise des offres qui s'appellent les offres uniques. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ces offres. Mais en gros, en quelques mots, le principe c'était de pouvoir appeler de chez soi en illimité via son mobile en passant par sa Livebox. Donc on passait en Wi-Fi et on avait le droit de téléphoner en illimité. Orange commercialise également une option sur ses offres qui s'appelle l'option net et unique. En gros, ça permettait de prendre dans le même abonnement l'abonnement mobile unique et l'abonnement Internet. Donc c'était l'ancêtre des offres convergentes qu'on connaît aujourd'hui où vous pouvez avoir le mobile en même temps que votre offre Internet. À l'époque, les processus de prise de commande sont multiples et l'organisation est vraiment sous forme de silo. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les applis du monde mobile, d'un autre côté les applis du monde Internet. Et là, on se retrouve à avoir le besoin d'une appli qui va pouvoir prendre des commandes dans les deux modes. La problématique, c'est que faire évoluer les applis du mobile ou les applis du monde Internet pour arriver à une solution convergente, c'est très coûteux, c'est très compliqué techniquement. Donc on va partir sur la solution de réécrire complètement une nouvelle appli. Pour faire ça, on va d'abord penser à un développement classique, faire un forfait, externaliser avec une solution progicielle. Et puis il y a un petit groupe de personnes chez Orange qui croient en l'agilité et qui a envie de challenger tout ça. Dans ce petit groupe de personnes, il va proposer tout simplement de faire la même chose en interne. Il va en plus appuyer en disant qu'on va le faire pour moins cher, plus rapidement, et tout ça en agile. Ce petit groupe de personnes, il va avoir le soutien de sponsors assez haut placés à la DSI, des gens qui vont prendre un risque personnel et qui vont dire ok, lançons-nous dans l'aventure de l'agilité. Donc globalement, à ce moment-là, on est une toute petite équipe complètement indépendante du reste du SI et donc du coup, on va faire vraiment du Scrum by the Book avec une petite équipe de développeurs expérimentés, 6 en interne, 2 consultants externes qui vont permettre d'apporter un savoir-faire agile et puis à côté de ça, un product owner issu de la MOA. Donc vraiment quelque chose de très simple et très basique, axé complètement sur Scrum à 100%. Tout ça va super bien marcher et en mai 2008, on va livrer un premier pilote en production après 15 semaines de dev.
Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau pour l'ESI d'arriver à livrer une nouvelle appli en 15 semaines. Donc là, ça correspondait en 15 itérations d'une semaine. On va livrer un pilote en mai, on va faire une généralisation en juin, on va aller vers une deuxième version en production en août, et on est capable de prendre des offres convergentes en quelques mois. Les retours d'utilisateurs sont excellents. On remplace des applis qui sont parfois obsolètes dans le SI et par une interface conviviale, et il va y avoir une forte demande. Et du coup, on va rapidement demander à l'équipe projet d'en faire plus et de prendre beaucoup plus d'offres. On va leur demander de faire toute la commande Internet dans ce mode-là, en agile, en interne. Du coup, en septembre 2008, c'est le lancement du projet Soft Command Unique, le projet dont on va vous raconter l'histoire. Donc au départ, on est parti d'une équipe de 6 développeurs, complètement isolée du reste du SI. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, où on doit s'intégrer dans le reste de l'écosystème et de l'organisation Orange. Donc globalement, on va déjà exploser les équipes par composants techniques. Donc vous voyez qu'on a l'application soft qui est vraiment le front, et puis ensuite on va masquer la complexité du SI en rajoutant un layer middleware avec les façades, et puis à côté de ça on a besoin d'un catalogue et puis d'une surcouche au catalogue pour configurer les offres, et donc c'est les équipes catalogue et configurateurs. Donc dans le reste de cette présentation là, on ne va pas se focaliser sur façade, configurateur et catalogue. On va principalement travailler sur l'équipe soft qui s'occupe vraiment de travailler sur la partie front de la prise de commande. Ensuite, au niveau de l'organisation, on se retrouve dans un système où on a un système un peu une organisation mode en V classique, avec une EMOA, avec des testeurs, des qualifieurs, et puis des étudiants qui sont des analystes fonctionnels. Donc à partir de ce moment-là, on est un petit peu obligé de revoir le rôle du product owner et de scinder le rôle en deux, en disant que le product owner allait prendre en charge la priorisation et la création des stories dans le backlog, et à côté de ça, il serait supporté par les étudiants pour détailler l'ensemble des user stories et supporter les équipes de développement. Donc on passe d'une équipe de 6 développeurs avec un PO à une équipe de 6 développeurs, un PO et des étudiants. Et à côté de ça, donc on a l'équipe de qualification, pardon, j'ai un trou de mémoire. L'équipe de qualification, donc qui intervient pour faire tout ce qui est test d'intégration, test bout en bout, dans des environnements non moqués, ce qu'on faisait, non moqués, donc connectés, ce qu'on ne pouvait pas faire au niveau de l'équipe de développement, puisqu'on travaillait vraiment en mode complètement bouchonné. En revanche, au niveau développement, on fait vraiment les tests unitaires, donc on a une couverture de test, Bruno reviendra dessus un peu plus dans quelques slides, mais on a une couverture de test unitaire et on a aussi une couverture de test fonctionnel au niveau des développements. Ensuite à ça, on va démarrer les développements en novembre 2008 avec deux gros objectifs. Le premier, c'est le but de Soft, c'est de remplacer toutes les applis existantes dans le SI et faire une application unique de prise de commande pour le monde Internet. Et le deuxième qui vient de se rajouter, c'est le palier Fusion Plus. En Fusion Plus, c'est quoi? C'est un palier de rénovation dans le SI. Donc chez Orange, on a un SI historique avec des vieilles offres. Et ce chantier, le but, c'est de faire du nettoyage. Et il implique plus de 50 applis différentes. Donc le but, c'est que 50 applis différentes soient au rendez-vous le même jour pour pouvoir évoluer. On a deux solutions à ce moment-là. Soit on développe les fonctionnalités attendues par le palier sur les anciennes applications, soit on les développe sur la nouvelle. Le choix est fait de les faire sur la nouvelle, donc sur l'appli Soft. Et du coup, Soft va se retrouver sur le chemin critique du palier. C'est-à-dire que les fonctionnalités de Soft vont devenir indispensables à la livraison du palier. Du coup, il va y avoir une grosse pression sur le projet pour arriver en temps et en heure, et ça aura des conséquences, on verra un peu plus tard. Dès février 2009, on va commencer dès le début à livrer des versions en production. L'état de l'applicatif à cette époque-là ne permet pas de prendre des commandes réelles, mais le but il est de valider toute la chaîne le plus tôt possible. On va valider à ce moment-là l'architecture technique, on va valider l'aspect exploitation, et voilà. Donc on va dès le début commencer à faire de la livraison continue, la livraison itérative en production. On va également
dès le début, faire des ateliers utilisateurs. Donc Thomas en a parlé tout à l'heure, le rôle de PO est distribué entre PO et étudiants. Donc les PO et les étudiants vont dès le début animer des ateliers utilisateurs avec les utilisateurs finaux de l'appli pour valider l'ergonomie et pour avoir leur retour le plus tôt possible. Tout ça va continuer à être développé jusqu'en 2009 et en avril 2009. Et en avril 2009, c'est la consécration pour le projet, puisque l'équipe projet de la première appli, de l'appli pilote des offres net et uniques, remporte les ITN Awards. Donc les ITN Awards, en gros, c'est le prix qui récompense le projet de l'année pour le SI. En fait. On va profiter également de cet événement pour en annoncer un autre, c'est la prise de la première commande réelle dans l'application Soft en production. Donc un peu moins de 6 mois après le lancement. Les premiers retours utilisateurs sont très bons, puisque Soft a été développé avec 2 axes très forts, qui sont confort d'utilisation et efficacité commerciale. Une des particularités que Soft a par rapport aux applis précédentes, c'est de guider le vendeur tout au long de sa prise de commande et de sécuriser vraiment toutes les saisies dans l'appli pour éviter des erreurs ou pour éviter des choses qui vont planter plus loin dans le SI. On a 3 gros avantages de Soft, c'est le gain de temps, donc le vendeur, avec l'ergonomie est mieux pensée, donc le vendeur va mettre beaucoup moins de temps pour faire une commande de bout en bout, et du coup ça va fortement réduire les temps d'attente en boutique. On va également avoir des utilisateurs qui vont être beaucoup plus confiants. Avant, les vendeurs étaient beaucoup concentrés sur l'appli en elle-même, sur bien remplir les bons champs au bon endroit. Avec Soft, ils vont être plus confiants, ils vont pouvoir se focaliser plus sur leur discours client et sur l'aspect commercial. Et puis dernier point, comme l'appli a beaucoup plus de contrôle, on va avoir beaucoup plus de contrôle, beaucoup moins de chaos dans les prises de commande, et donc on va avoir des utilisateurs finaux, donc des clients d'Orange plus contents et livrés plus rapidement, et puis surtout on va avoir des coûts de ressaisie dans le SI qui vont diminuer, donc des coûts en back-office qui vont diminuer. Et donc du coup à ce moment-là du projet, on valide le fait que l'agile permet vraiment de délivrer le bon produit pour les utilisateurs. C'est un point assez clé, puisque juste avant on a le succès des livraisons, et en plus on a la gratification et la reconnaissance des utilisateurs finaux. Donc tout ça, ça arrive dans un contexte social chez Orange en 2009 qui est assez compliqué. Et ça va permettre... le SI est souvent remis en cause dans cette crise sociale, et ça va permettre de montrer que les applis du SI doivent être au service de l'utilisateur et ne pas être vus comme une contrainte par les utilisateurs finaux. Les mois suivants, on va continuer à ajouter les principales fonctionnalités de l'application. Donc on va faire les cas de gestion importants. On avait fait l'acquisition, on va faire le cas de modification d'une offre, de migration vers un nouveau contrat. Et le principe, il est toujours le même, de livrer le plus rapidement possible des fonctionnalités en clientèle. Le principe du déploiement de SOP, c'est une MEP tous les 15 jours. Une redirection vers les anciennes applis. Donc le principe de déploiement, il est simple, c'est-à-dire qu'on a encore toutes les anciennes applis qui sont dans le SI, mais le vendeur, il va systématiquement arriver sur la nouvelle, et pour tous les cas de gestion qu'on ne sait pas traiter, il va être redirigé après vers les anciennes applis. Ça va permettre petit à petit d'augmenter le périmètre fonctionnel de l'appli et de décommissionner au fur et à mesure les anciennes applications. Et puis toutes les fonctionnalités qu'on développe sont débrayables. Une question qu'on a souvent en Agile, c'est comment on fait pour livrer en production des petits bouts s'ils ne sont pas forcément terminés, ou si une story n'est pas activable seule en clientèle. Nous, on livre des fonctionnalités qui sont activables soit par point de vente, soit par canal, soit par type d'offre. Et on est capable comme ça de livrer des fonctionnalités quand on veut, de faire des pilotes, de faire des phases de test. Voilà. Et puis en février 2010, alors que le projet avance de façon nominale, on va dire, on a le marketing qui vient nous voir et qui nous dit dans 6 mois, on lance les offres open, on n'a pas le choix, et il faut être capable de prendre les offres open dans Soft. Donc du coup, on va lancer un projet en mode commando. La problématique, c'est que je vous ai parlé du palier Fusion Plus tout à l'heure, qui mettait une grosse pression sur Soft.
La problématique, c'est que la roadmap de soft, elle est déjà très remplie et qu'il est impossible de rajouter des développeurs à l'équipe de dev qui fait à cette époque, qui doit être une équipe d'à peu près 10 personnes. Et du coup, on a une problématique à régler. Donc palier Fusion Plus très important, palier Open très important aussi. Donc on décide de créer une nouvelle équipe sur la base du modèle qu'on avait déjà en place. Donc une équipe complètement autonome avec donc les étudiants et des développeurs vraiment autonomes, donc complètement dissociés de l'équipe soft avec leur propre backlog et leur story map. On le voit sur le slide après. Donc on est vraiment sur deux équipes complètement autonomes qui travaillent sur deux domaines fonctionnels complètement différents. Vous avez transféré les gens de la première équipe à un deuxième pour les pratiques, ou c'était des gens extérieurs finalement? Il y a eu un peu les deux, on a rajouté des gens et on a pris des gens de la première équipe qui connaissaient déjà bien l'appli pour la mettre sur la deuxième. Les mois d'après, on va continuer à rajouter des fonctionnalités dans l'appli en production. Par exemple, en 2010, on va ouvrir l'application au réseau partenaire et au réseau concurrentiel. Donc c'est par exemple les grandes surfaces ou des boutiques comme Funhouse ou ce genre de choses. Et en juin 2010, arrive la fameuse date du palier Fusion Plus. Soft est en retard. On n'a pas toutes les fonctionnalités, mais les fonctionnalités les plus importantes ont été développées. Du coup, le palier, enfin, vu du palier, Soft est à l'heure. Et c'est un énorme succès pour le projet et qui va changer énormément la vision que les gens ont de ce projet. Soft fait déjà beaucoup de bruit à l'époque en mettant le projet Agile, le nouveau projet Agile. Suite à ce palier, Soft est reconnu comme une appli qui arrive en temps et en heure. Et ça, c'est quelque chose de très important qui va faire énormément de bien à l'agilité chez France Télécom et qui va permettre de lancer des nouveaux projets dans ce mode-là. Et globalement, à ce moment-là du projet, on valide le fait qu'avec une priorisation intelligente du backlog, on est capable globalement d'arriver toujours à l'heure. Et depuis 5 ans, c'est exactement ce qui se passe. Donc même encore aujourd'hui, le projet Soft est vu comme un projet qui arrive systématiquement à l'heure au niveau des paliers. En août 2010, on a un nouveau succès pour le projet. Donc, on avait lancé une opération commando pour être à l'heure sur les offres open. On est à l'heure. Et du coup, on va continuer à demander des nouvelles fonctionnalités, d'empiler les demandes. Et ce qui va nous conduire en septembre 2010 au début d'une deuxième phase de coaching. Donc là, on fait un petit clin d'œil à Petra Scapa qui est au milieu sur la photo, qui est une coach agile relativement connue en France et à l'étranger. Donc elle nous a, on a mis en place une deuxième équipe. On était en mode commando et on s'est aperçu quand même qu'il y avait quelques petits travers et qu'il fallait remettre un peu à plat les pratiques agiles. Donc à ce moment-là, Petra intervient pour vraiment remettre à plat l'ensemble des bases Scrum. Et donc on va partir sur un modèle d'équipe beaucoup plus axé sur les basiques Scrum. Donc notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des Scrum Masters sur chacune des équipes. On aura des étudiants associés et aussi des Product Owner Team. On les appelait les potes. Donc chaque équipe a son pote et son Scrum Master associé plus ses étudiants. Oui. Le rôle étudiant, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on s'inscrit dans l'organisation France Télécom et que donc du coup on a des équipes qui sont là, on a les étudiants, les qualifieurs, les développeurs, donc on est obligé de faire des équipes un petit peu, on va dire, des feature teams qui vont permettre de développer les fonctionnalités. Donc du coup, on a l'équipe de développement sur laquelle se greffent les étudiants, le product owner issu de la MOA et puis les qualifieurs. Et donc du coup ça crée une équipe qui est capable de livrer des fonctionnalités. En revanche, les étudiants sont obligés de rester un petit peu dans leur équipe et de se synchroniser entre eux pour voir justement les différents sujets qui sont abordés, pas seulement sur Soft, mais aussi, comme on l'a vu, sur les équipes transverses, façade, catalogue, etc.
Mode commando, c'était 6 mois pour voilà. délivrer des fonctionnalités qui n'existaient pas et sur une application qui était encore relativement, on va dire, récente. Voilà, voilà. Donc en fait, on est parti avec une équipe. Donc on a mis en place une équipe vraiment qui était autonome. Donc on avait 2 équipes autonomes, Soft et puis Open, qui travaillent sur des domaines fonctionnels différents. En revanche, on a vu après coup que ces 2 équipes-là travaillaient pas très bien. On avait des problèmes de communication, des problèmes de synchronisation entre les équipes. Le PO ne priorisait plus forcément les stories. Donc on avait vraiment des problèmes. C'est pour ça que Petra est arrivé sur le plateau, a remis à plat l'ensemble des bonnes practices agiles, et notamment par le biais de mise en place de Scrum Master dans chacune des équipes, les POT, et puis les étudiants, les cérémonies, donc on en parle maintenant. Donc on a mis en place aussi le Scrum de Scrum pour pouvoir justement synchroniser les équipes. Donc c'était un meeting qui avait lieu 2 fois par semaine dans le couloir, puisqu'on avait un taskboard. Le chef de projet était responsable du backlog du Scrum de Scrum. C'est lui qui organisait cette session. Taskboard était dans le couloir simplement parce qu'il était accessible en fait à l'ensemble du plateau, donc tout le monde sur le projet pouvait aller voir et consulter ce taskboard-là. À côté de ça, on a aussi rajouté une couche on appelait ça le stand-up des leaders, qui permettait de travailler vraiment sur l'amélioration continue. Parce qu'on on a vu que quand on ne travaillait pas suffisamment sur l'amélioration continue, on avait des problèmes au niveau du plateau qui étaient transverses à l'ensemble des équipes. Donc on a mis ça, c'était un rendez-vous mensuel avec l'ensemble des leaders du plateau pour justement travailler sur ces aspects continuous improvement. Les leaders, c'est les différents responsables des différentes équipes, donc l'équipe étudiant, l'équipe qualification, l'équipe et puis les différents Scrum Masters des différentes équipes de développement. En fin de sprint, c'est quelque chose aussi sur lequel on a mis l'accent, c'est vraiment les démonstrations. On a vraiment vu que les démonstrations, comme on commençait à avoir 2 équipes qui travaillaient vraiment sur des domaines fonctionnels différents, il fallait qu'ils partagent à un moment donné les fonctionnalités qui étaient développées sur cette application-là. Donc à ce moment-là, chaque fin d'itération faisait une démonstration d'1 heure. Donc on avait timeboxé à 1 heure parce que ça représentait quand même pas mal de monde. Là on voit au début on commençait à être 30-40 personnes. On a fini quand même à la fin à 70, on va le voir. Enfin en ce moment on est à 70, donc il faut quand même essayer de timeboxer un maximum. Donc on a priorisé les stories à montrer. Donc en général dans des sessions comme ça, on commençait par une revue des métriques. Donc la vélocité planifiée versus la vélocité planifiée, les bugs, le nombre de bugs rencontrés, etc. Et ensuite on faisait une revue par équipe. Donc sur cette revue d'équipe, le product owner expliquait un petit peu quels étaient les enjeux du sprint pour rappeler un petit peu à tout le monde ce qu'on voulait développer pendant cette itération-là. Et ensuite les développeurs montraient les fonctionnalités les plus importantes. C'est la même application, c'est le même socle, c'est exactement la même application, sauf que les domaines fonctionnels sont différents. Donc on va utiliser l'application seulement différemment. Donc au lieu de cliquer sur le bouton A, on va cliquer sur le bouton B, il va se passer quelque chose à la place. Voilà, donc on est vraiment sur la même application. Donc on peut imaginer, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec des boutons et puis des cases à cocher, enfin tout un tas de choses. Et quand on clique dessus, suivant le domaine fonctionnel dans lequel on se trouve, on va pas avoir les mêmes choses. Par exemple, au niveau du catalogue, on va avoir des offres dédiées par rapport à Open. Sur Soft, on a d'autres offres complètement différentes d'Open. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un été unique, etc. Voilà. À côté de ça, on fait des rétrospectives. Donc, après la démonstration, chaque équipe retourne où on travaille et on fait les rétrospectives par équipe pour optimiser un petit peu le processus. Et on top of that, on a les rétros des rétros qu'on a aussi mis en place avec Bruno pour justement partager avec les différents Scrum Masters les retours qui étaient transverses au plateau. Non, rétro des rétros, c'est juste vraiment au niveau de la rétro. Donc chaque équipe faisait une propre rétro, remontait des points. Il y avait des points qui étaient vraiment en interne à l'équipe et puis il y avait des points qui étaient un peu plus transverses. Ces points-là étaient abordés avec le Scrum Master et effectivement, il y en a qui pouvaient remonter au niveau du stand-up des leaders si on avait par exemple des points vraiment transverses au niveau du processus entre étudiants et qualifieurs par exemple. On va faire une petite parenthèse dans le récit de cette histoire. Je vous avais promis qu'on retournerait dans l'open space. Moi, je veux juste vous montrer en quelques images comment on travaille au développement.
Alors aujourd'hui, on est persuadé que pour un projet de ce type, Scrum tout seul, ça suffit pas. On a, du coup, dès le début, on a donné beaucoup d'importance à l'aspect technique, ingénierie et qualité logicielle. Et on a essayé de mettre en place les pratiques les plus fréquentes d'extreme programming. On est dans l'open space. Si on regarde bien, on a beaucoup de visuels, on a beaucoup de taskboards. Une chose importante aussi, c'est qu'on a colocalisé l'équipe de Qualif par rapport à l'équipe de dev. Dans le même open space, vous avez des gens de l'équipe de Qualif et des gens de l'équipe de dev. Le but, c'est qu'ils puissent interagir en permanence et pas faire un silo. On a également donné une grande place, comme tout projet Extreme Programming, à tout ce qui est testing. Donc, Thomas en parlait tout à l'heure, mais les développeurs écrivent des tests unitaires. On a aujourd'hui on a à peu près 88% de couverture de tests unitaires sur l'appli. Les développeurs écrivent aussi des tests fonctionnels en mode bouchonné pour continuer à pouvoir faire du refactoring, pour avoir une sécurité. Donc on a, je crois, autour de 900 tests fonctionnels aujourd'hui qui sont maintenus et développés par les développeurs. Donc c'est vraiment un travail important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un développeur, il doit passer à peu près 50% de son temps à écrire des tests, maintenir des tests. C'est quelque chose qui fait que le projet est capable de durer dans la longueur. Ça, c'est le tableau des anomalies. Dont on ne va pas pouvoir parler de tout, hein, sinon on n'arrivera pas. Un projet de 5 ans, on ne va pas pouvoir arriver à vous le résumer en une demi-heure comme ça. Mais voilà, on a par exemple pour la gestion des anomalies, on est passé sur un tableau Kanban. On fait beaucoup de binomage. C'est une pratique qu'on essaye de pousser le plus possible. Donc binomage, les développeurs travaillent à deux sur un clavier, un écran, et ils travaillent à deux. Toutes les stories doivent passer par une phase de code review. Donc avant d'être validé totalement, un développeur va revoir entièrement le code de la story. On a un definition of done très strict. Donc voilà, si tous les points qui sont là doivent être validés avant que la story soit considérée comme finie et comptabilisée, testée et livrée en production. Un dernier point. Quelque chose qu'on essaye de mettre en place le plus possible, ce sont des dojos de développement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous les dojos de développement? Non. Donc le principe, c'est que l'équipe se réunit, se prend un moment pour travailler ces techniques de développement. Donc c'est toujours le même principe, un seul écran, un seul clavier. Et après, ça peut prendre deux formes. Soit les gens passent les uns après les autres au clavier pour coder, et les autres donnent leur avis, essayent de donner des conseils. Ou soit ça peut être quelqu'un qui va faire une démo de code, une présentation d'une partie du logiciel. Donc le but de ça, c'est de vraiment augmenter rapidement les connaissances des gens. Et puis on va aussi utiliser ça pour faire passer les connaissances entre les équipes, puisqu'on a vu qu'on avait plusieurs équipes. Donc c'est un moyen de synchro sur les pratiques de développement, sur la qualité de code. Ce qui est super important là-dedans, c'est que les équipes de dev ont une énorme autonomie là-dessus. Voilà, ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un pour monter ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Après une stand-up, c'est tiens, j'aimerais vous présenter quelque chose cet après-midi, et l'équipe va prendre une heure pour avancer sur ces pratiques. On a par exemple aussi systématisé un petit temps de break entre deux itérations. C'est-à-dire qu'on finit une itération le jeudi matin, on commence la suivante le vendredi matin, et souvent le jeudi après-midi. On laisse du temps aux développeurs pour faire des choses, pour faire des dojos, pour améliorer des parties de code, pour faire un peu de veille. Enfin, voilà, il y a vraiment une grosse liberté à ce niveau-là. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur le dev. On va retourner à notre histoire. Oui. Alors, actuellement sur les tests fonctionnels, c'est une appli GWT. Et en fait, il y a un projet qui est... Enfin, l'équipe, les premières personnes qui ont été sur le projet ont développé un framework de test de test JWT. Ce framework, aujourd'hui, c'est devenu un projet open source. Ça s'appelle GWT Test Utile, et c'est maintenu par des gens de chez nous. Voilà. Et on en verra par la suite, pour les tests automatisés côté Qualif, on est parti plus sur QTP. Ouais, on va revenir sur le sujet un peu plus tard dans la présentation. Soft continue à vivre sa vie, on va continuer à rajouter des nouvelles fonctionnalités. En janvier, on va ouvrir au monde des pros.
En février, on va ouvrir au département d'Outre-mer. Et puis, on va avoir un 4e besoin qui va arriver rapidement. Donc là, on a livré une application pour les vendeurs du front, pour les gens qui sont au contact du client. Et puis, on va s'apercevoir rapidement qu'il y a d'autres acteurs dans le SI qui ont besoin d'une application qui répond à ce genre de besoin. Et on va développer une application, une version de l'application pour les acteurs du back-office, donc les gens qui reprennent les commandes qui ont échoué dans le SI. Donc globalement, à ce moment-là, le projet marche plutôt bien. On a vu que les équipes autonomes avec un format Scrum, on va dire, fonctionnent bien. Donc on rajoute simplement à ce moment-là une nouvelle équipe de développement pour justement gérer ces nouvelles fonctionnalités pour le back-office de niveau 2. Donc on passe à 4 équipes. À ce moment-là, on commence à approcher on doit être autour de 20-25 développeurs qui travaillent sur le même code. On commence les développements en avril 2012 et on s'aperçoit qu'il y a encore des choses à améliorer. Et donc là, en fait, en rajoutant, donc on est passé d'une équipe à 2 équipes, puis après de 2 à 3 équipes assez rapidement. Hein, c'est une time frame qui est de l'ordre de 6 mois, hein, si je ne me trompe pas. Donc globalement, on commence à voir un petit peu les limites de notre setup. Mais malgré tout, le projet marche très bien. On délivre en temps et en heure, on va toujours en production tous les mois, les retours utilisateurs sont toujours excellents. Donc globalement, la vision du produit soft et la vision du SI par rapport à soft est toujours très bonne. Donc, mais par contre, il y a des signaux qui ne trompent pas. On voit bien on savait pertinemment qu'en augmentant les nombres d'équipes, ce qu'on voulait, c'était augmenter la production. Au détriment un petit peu de la productivité, parce qu'on savait que le projet, ça faisait 3 ans qu'il était lancé, donc on avait utilisé des frameworks, ces frameworks devenaient forcément un petit peu obsolètes, on n'était plus forcément calé sur les standards, donc la dette technique s'accumulait, et on savait pertinemment qu'on allait forcément perdre un petit peu en productivité. On avait aussi un deuxième facteur qui était que les règles Orange de turnover au niveau des équipes, donc un prestataire peut rester uniquement 2 ans sur le plateau, donc on avait aussi à gérer l'ensemble de ces problématiques-là qui n'arrangeaient pas notre dette technique, puisque globalement on avait des personnes à intégrer en permanence et c'était pas juste 1 ou 2 personnes, en général on était sur une dizaine, voire à un moment donné une quinzaine de personnes à pouvoir faire monter en compétences pour pouvoir laisser les autres partir. Donc globalement, on est dans une situation où il faut un petit peu passer des messages et en tant que coach, ça n'a pas été forcément évident puisqu'on est, comme je disais, sur une application qui marche bien, qui est bien vue, donc tout va bien. Et donc du coup, la première difficulté que j'ai rencontrée à ce moment-là, c'était de faire passer les messages. La deuxième difficulté, c'est que de plus en plus l'équipe était absorbée par justement le projet, puisqu'il fallait répondre aux problématiques qui étaient là, et donc l'ensemble des acteurs étaient très mobilisés pour pouvoir le faire, et donc ils perdaient en disponibilité. Donc à ce moment-là, on va lancer, on va discuter en tout cas au départ sur 2 chantiers principaux qui sont la mise à niveau, la remise à niveau du socle architectural, pour pouvoir retrouver une productivité par développeur un peu plus importante. Et à côté de ça, lancer un chantier sur tout ce qui est qualification, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'au niveau de la qualification, on commence à avoir des problèmes pour tester manuellement l'ensemble des développements qui sont faits par l'ensemble des équipes. De plus en plus de développeurs, il y a de plus en plus de fonctionnalités, la non-régression augmente, et l'équipe, on est dans un système où on a beau rajouter des qualifieurs, on a toujours du mal à pouvoir rejouer la non-régression sur la base de chaque itération. Donc le point à ce moment-là, c'est qu'on va... ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, quand tout le monde s'en est rendu compte, on a vraiment lancé les 2 chantiers. On a lancé les 2 chantiers et donc par rapport au refactor, on avait 2 options. Soit on choisissait de partager la mise à niveau du socle architectural dans les différentes équipes qu'on avait déjà, soit on rajoutait une équipe. Sachant que la roadmap était très chargée pour les 4 équipes en place, on a décidé de faire le choix de rajouter une 5e équipe Scrum pour justement remettre à niveau le socle architectural. Et donc en septembre 2012, on finit cette remise à niveau du socle architectural. On a fait les transferts de compétences en cours de route par le biais de dojos de développement, comme l'a expliqué Bruno. Et on va attaquer une nouvelle remise à niveau qui est la mise à niveau du bac cette fois-ci.
Et donc pour ça, par contre, on va un petit peu changer le modèle parce que, comme d'habitude, on apprend de ce qu'on a fait, de nos expériences précédentes. Et ce qui n'a pas très bien marché, c'est le transfert de compétences par rapport au dojo. Et puis, on va dire, le fait que les équipes de développement qui étaient autour des équipes de Refactor ne s'appropriaient pas forcément bien les nouvelles pratiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé quand même une 5e équipe, mais qui était basée sur un membre de chaque équipe de développement. Donc on a simplement pris un membre de chaque équipe et on les faisait tourner à chaque itération. Comme ça les responsabilisait par rapport au nouveau design et aux nouvelles pratiques de développement. Ce qui a permis justement d'éviter les déboires qu'on avait pu voir sur le Refactor précédent. Voilà, on arrive au dernier succès de Soft en date. On est en décembre 2012, donc c'est récent. Et donc je vous avais parlé tout à l'heure de la dernière équipe qui était censée développer une application pour les acteurs du back-office, qui était censée reprendre les commandes dans le SI. Et donc cette équipe a été choisie, a gagné le prix Orange Bravo 2012, donc c'est le prix des métiers, en fait, on va dire, voilà, on a estimé que l'application Soft est l'application qui a apporté le plus aux utilisateurs en 2012. J'ai juste oublié un petit passage pour répondre à la question des tests. C'est que le deuxième chantier, c'était évidemment l'automatisation des tests. Et donc là, il a fallu voir déjà dans un premier temps comment est-ce qu'on allait gérer cette automatisation, puisque l'équipe de qualification était toujours sur le même rythme des mises en production tous les mois. Donc il fallait pouvoir tester toute la non-régression avec un niveau de fonctionnalité qui augmentait, et on ne pouvait pas baisser le régime. Donc il a fallu voir comment est-ce qu'on pouvait intégrer l'automatisation dans une situation comme ça. Donc on a déjà commencé par un proof of concept pour voir si effectivement l'équipe avait la capacité à ingérer cette automatisation-là. Et ensuite, on a revu la stratégie de test pour la baser sur les risques en fait. Donc on s'est dit, on ne va pas pouvoir automatiser l'ensemble de notre périmètre fonctionnel. En revanche, on va essayer de cibler de manière intelligente le périmètre qui est pertinent. Alors pour ça, on a utilisé des techniques vraiment basiques. On a repris, puisque là, on a 3 ans de développement à reprendre et automatiser. Donc on s'est d'abord appuyé sur les logs de production pour voir quelles étaient les fonctionnalités les plus importantes. Ensuite, par rapport aux nouvelles fonctionnalités, on est allé voir nos PO pour nous dire, voilà, quelles sont les fonctionnalités qui, pour vous, quels sont les scénarios qui, pour vous, présentent un intérêt majeur par rapport à la non-régression. Et puis ensuite, bien sûr, on a consulté les développeurs et les testeurs qui voyaient les bugs passer, et donc évidemment essayer de se concentrer sur les bugs qu'on retrouvait les plus régulièrement possibles et qui avaient un impact significatif sur le SI. Et au niveau des outils, donc on a utilisé QTP donc Quick Test Pro pour l'automatisation, puisque en fait en place il y avait déjà Quality Center. Donc du coup, comme les deux outils s'intègrent parfaitement, on est parti sur cette solution-là. Donc voilà, on a vu une 2013, et maintenant, quelle est la suite de Soft? Alors Soft, c'est un projet un peu particulier, parce que normalement, souvent dans les projets agiles, on a une date de début, une date de fin. Soft, c'est une appli qu'on essaye d'inscrire dans la durée. Son but, c'est de devenir l'appli de prise de commande unique du SI d'Orange. Donc on a beaucoup parlé des offres Internet, et là on attaque un énorme chantier qui est devenir aussi l'appli unique de prise de commande du monde mobile. Donc on va continuer là-dessus. On va avoir également à gérer des cas de gestion comme la reprise de commande, donc prendre une commande déjà existante et la modifier. Et ça, c'est des cas de gestion qui vont vraiment impacter énormément l'architecture de l'appli. Donc on va avoir un énorme chantier architectural à faire. Les deux axes aussi sur lesquels on continue de travailler, c'est l'aspect testing justement. Donc on essaye comme la qualification intervient un petit peu en bout de chaîne, on est un peu sur on va dire des mini-V, puisqu'on a vraiment l'équipe de développement et ensuite l'équipe de qualification. Donc on essaye, donc maintenant qu'on a un jeu d'automatisation, on va essayer d'embarquer les qualifieurs en amont des développements et d'essayer d'atteindre des pratiques plus orientées acceptance test-driven development. Et le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est d'étendre les pratiques agiles du plateau Soft à l'ensemble des équipes périphériques. Donc comme on l'a vu au début, les équipes middleware, les équipes catalogue, etc. Voilà, et pour tout ça, on a lancé un 4e chantier de coaching. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais voilà. Pardon ?
Ouais, c'est un vrai point parce qu'effectivement, quand on passe d'un qualifieur, donc là on était vraiment dans le monde Orange, on va dire, avec un qualifieur qui intervient en bout de chaîne, qui a l'habitude de faire des tests manuels, et là on commence à le rentrer dans un setup vraiment agile. Donc effectivement, il va falloir changer les mentalités et surtout les pratiques, parce que le testeur, dans un setup agile, il a besoin de savoir scripter l'automatisation, donc il est obligé de savoir un petit peu comment on fait un peu de développement. Il va aussi falloir qu'il regarde un petit peu l'ensemble du périmètre et pas seulement un requirement par un requirement, mais regarder un petit peu le contexte plus générique de l'application. Donc effectivement, il a fallu changer à la fois les mentalités, mais aussi faire monter en compétence les personnes sur justement QTP. Et puis à côté de ça, essayer d'accompagner au maximum pour changer un petit peu aussi les processus, parce que on essaye de les embarquer plus en amont, et donc du coup pas seulement en bout de chaîne. Et donc du coup là, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un chantier sur lequel on est encore en train de travailler. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Globalement, entre le moment où on a dit qu'il fallait qu'on automatise et au moment où on a eu des tests automatisés avec quelque chose, avec des processus en place qui tenaient la route, ça nous a pris entre 6 et 8 mois, voire 10 mois. Alors, à l'époque, je ne sais pas, Bruno t'en parlera peut-être mieux que moi, mais à l'époque, il y a eu Fitness qui avait été mis en place. Et ça n'a pas forcément bien marché, puisque là, c'est pareil, on est sur des équipes qui sont là un peu historiquement, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce type d'outils, qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Donc, je crois... C'est quelque chose qui a été mis en place au début, qui n'a pas forcément bien marché. En fait, le principe global de Soft, c'est le cœur de l'agilité, il est vraiment dans le développement. Et aujourd'hui, vraiment, le but, il est d'étendre le périmètre de l'agilité au reste du plateau. Donc, on a parlé de l'équipe qualification. On essaye de mettre plus d'agilité côté catalogue, côté études. Voilà. Donc, on essaye de les emmener vers ça. Mais c'est pas quelque chose, quand on est dans une organisation large comme celle d'Orange, c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts, ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour justement pouvoir faire à la fois changer les mentalités et faire monter les gens en compétences. Dans nos retours d'expérience, enfin ce qu'on pense important dans tout ça, premier conseil qu'on pourrait donner si vous avez un gros chantier à lancer comme ça, c'est de commencer petit, pas vouloir tout faire du premier coup. En gros, on a fait de l'itératif dans notre transition vers l'agile. On a commencé par une équipe, puis 2, puis 3, puis 4. Et à chaque phase de la transition, on s'est arrêté, on a fait le bilan, on a mis à plat nos pratiques, on a capitalisé sur les échecs, sur les succès. Mais je pense que si on était parti directement sur 4 équipes de dev, 5 équipes de dev, on n'aurait jamais réussi à mettre tout ça en place. Et globalement, on retrouve au fil des 5 ans les 4 itérations avec la montée et la création des 4 à 5 équipes différentes, quoi. À côté de ça, on n'en a pas parlé beaucoup, on n'en a même pas parlé du tout, c'est les managers qui géraient le job. Ils ont laissé énormément de place aux équipes de développement. Sur le plateau, globalement, il y a une ambiance assez incroyable. C'est très rare où on voit les développeurs qui veulent absolument pas quitter le projet au bout de 2 ou 3 ans ou 4 ans de vie sur le plateau. Donc Soft, c'est vraiment un très bon plateau où la vie est vraiment très agréable. Et ça a été grandement facilité et mis en place par les managers qui ont agi plutôt comme des coachs et ont laissé les équipes un petit peu gérées par elles-mêmes plutôt qu'être en mode command and control. Le troisième point, c'est trouver des sponsors. On l'a vu au début, Soft a bénéficié de l'appui de gens assez haut placés à la DSI d'Orange. Et en fait, l'agilité, c'est super tant que ça marche. Et on s'est aperçu que dès qu'il y avait des problèmes, dès que le système était remis en cause avec des problèmes en production, ce genre de choses, on allait rapidement remettre en cause l'agilité. C'est l'agile, il faut serrer la vis. Voilà. Et en fait, sans sponsor suffisamment haut placé, je pense que c'est très très dur d'avoir... Enfin, on en a parlé juste avant, les managers, ils laissent une énorme autonomie aux développeurs, mais au-dessus, ils ont une énorme pression sur la tête. Et du coup, s'il n'y a pas ces sponsors au-dessus qui croient en l'agilité et qui laissent les managers déléguer, qui laissent leurs équipes autonomes, je pense que c'est très compliqué à mettre en place.
Utiliser Scrum, mais pas seulement, donc on l'a vu avec les photos tout à l'heure, hein. On a bien sûr élargi les pratiques agiles en utilisant du Kanban pour gérer nos anomalies, en utilisant des méthodes issues de l'extreme programming pour gérer justement les passages de connaissances avec le pair programming, les peer review, etc. Donc il ne faut pas avoir d'œillère de ce côté-là et ne pas hésiter à essayer, je dirais, ces différentes pratiques pour voir justement ce qu'elles apportent sur l'ensemble du plateau. Faites-vous coacher. Donc, je ne suis pas là pour faire de la pub pour les coachs, mais on a vu tout au long du projet, on pourrait penser qu'au bout de 5 ans d'agilité, on connaît l'agilité, qu'on peut se débrouiller tout seul. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait vraiment besoin d'un œil extérieur sur nos pratiques, quelqu'un qui soit là, qui donne des conseils, qui vise les points de blocage. Et voilà. Et tout au long du projet, pendant les 5 ans, on a eu des coachs de façon permanente. Et je pense que c'était vraiment important. Et le dernier point, c'est que, on l'a vu au sein de ce projet, c'est que quand on a commencé le projet, on était complètement isolé dans le SI Orange et on a pu faire du Scrum by the Book, c'était super. Quand on est passé à l'échelle, il a fallu s'intégrer dans l'organisation et à partir de ce moment-là, il faut un petit peu tuner Scrum pour pouvoir répondre aux exigences de l'organisation dans laquelle on s'inscrit. Et globalement, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est vraiment les principes et les valeurs de l'agilité. Voilà, ça sera le mot de la fin, je crois. Alors par contre, après on peut passer aux questions, on a tout notre temps, je crois. Le split, il s'est fait naturellement au niveau des domaines fonctionnels. On l'a vu avec Open, on l'a vu avec... on n'a pas cité les noms des équipes, mais globalement, on a vraiment par domaine fonctionnel, on a des équipes en fait. Donc Soft, c'est principalement la maintenance évolutive de l'application en elle-même. Ensuite, on a Open qui s'occupe vraiment des offres Open. On avait ODB qui était un refactor un petit peu impactant sur Soft. Et puis on avait N2 qui était vraiment orienté back-office. Donc on avait vraiment des domaines... Donc même si on était sur la même application, on était sur des domaines fonctionnels relativement différents. La problématique, elle est plus au niveau technique. Aujourd'hui, on a 30 personnes qui développent sur le même code. Et là, on a parlé de chantier tout à l'heure, de refactor de la partie front et de la partie de l'application. Je pense que le challenge aujourd'hui, il est plutôt de décomposer techniquement la partie back de l'application pour que les développeurs ne se marchent pas trop dessus, parce qu'à 30, ça commence à être problématique. Et c'est justement le but du chantier qu'on a vu, enfin le deuxième refactor, il est vraiment orienté ça, remodéliser l'appli pour qu'elle puisse continuer à recevoir des nouvelles fonctionnalités, et puis aussi voir comment on peut splitter et comment on peut faire évoluer pour l'avenir. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint on a atteint la limite. Je pense qu'on est 30, on pourrait pas continuer à grossir indéfiniment comme ça, sans passer par des splits ou par une solution technique qui nous permettrait de continuer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de 30 développeurs sur 6 écrans. Et sur la même code base. Donc effectivement, comme le dit Bruno, là on commence à toucher les limites, même si avec les refactors qu'on est en train de mettre en place, enfin qu'on a mis en place, qu'on est encore en train de mettre en place, on devrait pouvoir encore augmenter un petit peu, mais on sent qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Elle est bonne, mais en fait, on a une grosse autonomie sur la gestion de la production de notre côté, comparé à certains projets. On a pas des passe-droits, mais on a le droit de... Enfin, on suit beaucoup plus la production. C'est-à-dire que les développeurs ne sont pas de leur côté en livrant une version en disant à l'exploitation, débrouillez-vous, mettez-la en prod. On travaille avec l'exploitation à chaque mise en prod, mais en gros...
L'exploitation, ils ont juste à appuyer sur un bouton et ça déploie l'application. Par contre, c'est à l'équipe projet, après, derrière, de faire les tests vitaux, de suivre ce qui se passe en prod. Et on n'en a pas parlé du tout dans cette presse, mais on a eu un gros chantier aussi d'outillage. On a développé énormément d'outils pour essayer de suivre ce qui se passait en production et de tracer, par exemple, toutes les actions utilisateurs quand il y a un plantage en prod. Voilà, tout ça, ce sont des projets qui ont été lancés par l'équipe elle-même. C'est-à-dire l'équipe a vu le besoin elle-même, elle a vu qu'elle avait besoin d'outils, besoin de s'outiller pour pouvoir suivre la production, pour savoir ce qui se passe en prod. Donc la partie exploitation, elle est historique chez Orange. Aujourd'hui, on peut pas appuyer sur un bouton et livrer directement en prod de chez nous. On est obligé de passer par le côté exploitation. Mais leur rôle, il est vraiment sur la supervision des serveurs, plus que sur l'application elle-même. C'est-à-dire que les équipes de dev vont vraiment suivre de très près ce qui se passe en prod. On a même un écran en permanence dans l'open space qui nous donne le nombre de sessions ouvertes en prod, le nombre de bugs, le nombre de plantages. Voilà, donc on a quand même une équipe d'exploitation, mais l'équipe de dev est loin d'être coupée du monde par rapport à ça. Avec le recul que vous avez là sur 5 ans, comment vous auriez pu éviter d'en arriver à avoir un chantier de factor en fait? La problématique par rapport au refactor technique, c'est que globalement, après 3 ans de développement, quand on est sur des frameworks Java, J2E, c'est des frameworks qu'on utilise, on est obligé de se mettre à jour à un moment donné. Et globalement, ce qui s'est passé aussi, c'est que ce qui n'aide pas, c'est que par moment, il y a quand même des pressions. On a vu, il y avait Fusion Plus, après il y a eu Open, où là on est vraiment en mode il faut délivrer, il faut aller vite. Donc on a quand même, on a à côté de ça une dette technique qui s'accumule un petit peu. Donc à un moment donné, on est obligé de se dire bon, soit on continue comme ça et la productivité continue à baisser et on va arriver dans le mur à un moment donné, soit on est obligé de résoudre ces problématiques de dette technique. Donc nous, on a monitoré, on va dire, ces aspects-là par rapport à la dette technique. Comment on aurait pu les éviter? C'est un peu compliqué. Surtout qu'au début, en plus, la visibilité sur ce qu'allait faire l'application. Enfin, je pense que si on avait fait les paris de ce que fait l'application aujourd'hui versus ce qui était prévu de faire il y a 5 ans, c'était pas forcément. Je pense qu'il y a un gros gap, quoi. En fait, il y a 2 problématiques. Il y a le chantier, le refactor qu'on a fait sur la partie front de l'écran, c'est tout simplement des technos qui ont évolué. Donc, je ne sais pas si vous connaissez GWT, mais ils ont mis en place MVP, Place, Activity, ce genre de choses. C'était des choses qui n'existaient pas au lancement de Soft. Et il a fallu faire un choix à un moment donné. On s'est dit, soit on continue avec le socle qu'on a mis en place dès le début, soit on remet à plat et on repart vers les standards. Donc là, il a fallu faire une opération Big Bang. Et le seul moyen qu'on a trouvé pour le faire avec la roadmap, c'était de faire une équipe qui le faisait entièrement. Après, l'autre problématique sur la partie back, honnêtement, je pense que c'est beaucoup dû à... on a vu qu'on a mis beaucoup de choses en place pour la qualité de code, pour ce genre de choses. Je pense que tout simplement, on n'est pas allé assez loin là-dessus. Et comme disait Thomas, avec la roadmap qui était très chargée, on s'est souvent contenté des refactors locaux sur des petits bouts de code ou des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Mais pour lancer des chantiers plus vastes en disant bah, ok, là, il faut vraiment tout péter et refaire autrement, c'était beaucoup plus compliqué à vendre au PO avec la roadmap. Et du coup, je pense qu'on a accumulé un peu trop de dettes et qu'on le paye aujourd'hui. Et par contre, ce qu'on aurait pu faire, là où on aurait pu faire mieux, c'est au niveau des tests, puisque là, on s'est un peu pris le nez dans le mur en 2010. C'est que effectivement, l'automatisation des tests, c'est un message qu'on n'a pas passé ici, mais c'est un message qui est quand même assez fort par rapport à notre retour d'expérience, c'est qu'effectivement, quand on est sur un projet agile qui dure dans le temps comme ça, ne pas avoir d'automatisation de tests, c'est juste pas possible. Ouais. La problématique, c'est que les équipes de dev étant vraiment bien outillées côté automatisation des tests, c'est-à-dire on a vu, aujourd'hui on a 900 tests fonctionnels automatisés côté dev, et il n'y a pas eu le besoin dès le début d'avoir la même chose en qualif. Donc ils ont continué à travailler avec des méthodes traditionnelles, faire des tests à la main, ce genre de choses, parce que quelque part, ils étaient couverts par les tests qui étaient faits au niveau du développement. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui,
on a vraiment besoin d'aller plus loin. L'équipe de dev ne peut pas continuer à empiler des tests fonctionnels parce que sinon elle ferait plus que des tests fonctionnels. Et quand Thomas disait tout à l'heure que ce qu'on voulait faire, c'était casser l'espèce de mini-cycle en V avec le dev et la qualif derrière, ce qu'on voudrait, c'est que les qualifieurs soient embarqués dans les équipes de dev et construisent les tests fonctionnels en même temps pour soulager les développeurs de cette partie-là et puis du coup aider à monter cette batterie de tests côté qualif.